Bonjour, j'aimerais aborder le thème de la qualité par son historique. Vous allez avoir, bien entendu, sur le site la possibilité d'avoir un support un peu plus complexe et un peu plus complet que ce que je ne vous parle à l'heure actuelle. Mais en fait, ce que j'aimerais faire, c'est simplement aborder l'historique à travers les personnages qui m'ont, au niveau de la qualité, le plus marqué ou le plus intéressé. Et donc, si nous regardons jusqu'où nous pourrions éventuellement remonter dans l'historique, on pourrait remonter jusqu'à 1750 avant Jésus-Christ avec le Code d'Hammurabi, qui donne bien entendu un certain code pour les entrepreneurs, qui doivent fournir un produit qui soit conforme à ce qu'on en attend, etc. Mais on ne va pas s'étendre sur ce code, le thème n'est pas à ce niveau-là. Ensuite, on passe avec le Moyen-Âge, le Moyen-Âge qui a été quand même relativement important, puisque les corps de métier se regroupent par corporation. On voit apparaître des entrepreneurs qui vont éventuellement vendre des produits qui seront manufacturés par différentes personnes au sein des mêmes corps de métier. Donc il y a déjà une petite organisation, un embryon de qualité qui est en train de se mettre en place. Ensuite, et celui-là c'est le premier qui réellement marque mon esprit, parce que je trouve cet individu tout à fait remarquable, donc c'est à l'époque de Louis XIV, c'est au XVe siècle avec Colbert. Colbert, et ici je vais vous le citer parce que je trouve que c'est tout à fait important, Colbert prône l'idée de l'internationalisation du marché et qui dit que si nos fabriques imposent à force de soins la qualité supérieure de nos produits, les étrangers trouveront avantage à se fournir en France et leur argent affluera dans leur royaume. Donc on se rend compte que M. Colbert en question, c'est un individu qui a une vision du monde économique très moderne pour l'époque. Et en fait, il l'a bien appliqué puisqu'il s'est fait jalouser par le roi à cause des richesses qu'il a pu en tirer. Donc on voit également que la qualité peut, bien entendu, nous ouvrir pas mal de marchés et de possibilités. Ensuite, on voit le XXe siècle apparaître, et dans le XXe siècle, il y a les organisations qui couvrent des domaines, des produits de la mer, etc. Mais nous voyons également apparaître des développements technologiques relativement importants, et on en conviendra bien entendu que le secteur secondaire a pesé lourd dans le développement de la qualité en raison de ces évolutions techniques. Alors, au XXe siècle, on voit apparaître des individus comme Robert Taylor, qui lui développe l'OST, l'Organisation scientifique du travail. Encore un individu où on a un peu, je vais dire, on a un peu dévoyé sa façon de voir le monde du travail. Lui, il prenait le fait de réfléchir correctement dans l'organisation du travail pour alléger le travail des travailleurs et qu'ils soient moins fatigués et donc qu'ils aient un rendement en finalité supérieur. Son objectif de départ, ce n'est pas d'avoir le rendement supérieur, mais c'est d'alléger la charge du travail des travailleurs pour obtenir. Donc le rendement supérieur est une conséquence et pas un but. Ce qui est par la suite devenu le but, et le taylorisme, c'est ça. Donc en fait, Taylor n'avait jamais imaginé ça, mais voilà, c'est comme ça, comme pour beaucoup de choses, que ça arrive. Ensuite, on voit dans les années 30-50, on voit se développer la notion américaine de quality control. On voit également, donc ça commence avec Walter Shewhart et les recherches de Bell Laboratories. Donc il a mis en évidence le phénomène inéluctable de la variation de la réalisation du produit. Il développe l'échantillonnage permettant de réduire les risques de non-représentativité des échantillons. Donc en fait, ce sont tous des mathématiciens qui ont remarqué que
finalement, la qualité pouvait éventuellement avoir une déviance tout en cours de production, due à une infinité de raisons. Et donc, il met en évidence ce point, et on va essayer d'agir pour justement limiter ce genre de déviation. Alors, ce qui va ensuite apparaître, c'est notre grand ami Monsieur Deming, qui lui, détermination et persévérance sont une nécessité absolue pour améliorer les produits et services. Donc, de nouveau la même chose, c'est que lui, il voit l'amélioration d'un produit et du service, mais une amélioration qui va être continue. Il n'a pas de finalité dans sa démarche. Et donc, c'est cette fameuse roue de Deming, qu'une roue n'a ni début ni fin. Et donc, on ne voit pas l'intérêt de se dire « nous avons atteint un objectif, c'est fini ». Non, après cet objectif, il y a un autre qui vient, etc. etc. Donc, c'est cette notion de Deming. Il y en a d'autres, bien entendu. Hein. Vous avez Juran, vous avez Feigenbaum. Lui, Feigenbaum, c'est la maîtrise de la qualité totale. C'est une définition. Ici, je vais reprendre une définition. C'est un système destiné à intégrer efficacement les efforts des divers groupes d'une organisation afin de développer, de maintenir et d'améliorer la qualité. Son but est de permettre au marketing, aux études, à la production et aux services d'atteindre une complète satisfaction du client de la façon la plus économique. Donc lui met ici en parallèle deux notions tout à fait intéressantes, qui est la satisfaction du client ou la satisfaction de ses besoins, mais bien entendu, tout cela a un coût et il faut bien entendu que l'un et l'autre se rencontrent. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un autre qualiticien très célèbre également par son diagramme d'arête en poisson, qui est le cinquième, qui est Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, qui est à l'origine japonais. Deming, ayant fait des démarches auprès des entreprises américaines pour leur expliquer l'intérêt que la qualité pourrait susciter pour leur économie. Mais il n'est pas écouté du tout, étant donné que les Américains ont réussi à anéantir l'Europe. Leur usine fonctionne à plein régime, donc que ce soit de la qualité ou pas de la qualité, de toute façon, les Européens étaient quand même obligés de tout acheter, donc ils ne voyaient pas l'intérêt. Par contre, les Japonais, eux, qui s'étaient retrouvés dans une situation assez délicate de l'après-guerre, et on ne va pas de toute façon s'étendre là-dessus, Deming est allé au Japon et a commencé à expliquer son point de vue vis-à-vis de la qualité. Kaoru Ishikawa, lui, à ce moment-là, a pris toutes ces notions et les a développées dans les entreprises japonaises. Il a développé, par exemple, ce qu'on appelle les fameux cercles de qualité. Ces cercles de qualité qui fonctionnaient à merveille au Japon. Puis par la suite, ce qu'il a fait, c'est que, pour des raisons économiques et autres, il est revenu travailler aux États-Unis et il s'est dit, ben tiens, comme ça fonctionne très très bien les cercles de qualité au Japon, je vais éventuellement faire la même chose aux États-Unis. Et là, ce fut un échec cuisant. Et là, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que, en fait, il est impossible d'essayer de faire un copier-coller de solutions qu'on a découvertes dans une région et l'appliquer dans une autre région sans tenir compte de la culture. La culture japonaise est différente de la culture occidentale. Ils n'ont pas du tout la même notion. Et donc il a établi une liste de 14 écarts culturels, en gros, qui expliquaient les raisons de l'échec de ces cercles de qualité aux États-Unis. C'est quelqu'un que je trouve vraiment très intéressant. Et puis nous avons, bien entendu, les années 80, bien sûr, on en passe. Nous avons les années 80 avec l'apparition de Philip Crosby. Philip Crosby et cette notion d'erreur zéro, où quelque part, on vous dit, est-ce que vous avez déjà éventuellement fabriqué un produit de qualité? Un seul. Alors généralement, on dit oui, j'ai déjà fait un produit de qualité. Alors, l'autre question, c'est de savoir pourquoi vous fabriquez des produits qui ne sont pas conformes, alors.
c'est évident. Donc là, cette notion de, je veux dire, cette notion d'économique par rapport à la qualité, cette erreur zéro, est quand même relativement importante parce que quand vous faites de la qualité à 95%, ça a un coût. À 96, c'est un peu plus cher. Si vous voulez arriver à 99, c'est encore beaucoup plus cher. Et si vous voulez réellement arriver à 100%, là, à ce moment-là, ça risque de devenir hors de prix et vous vous retrouvez en dehors du marché. Donc, cette notion d'erreur zéro est tout à fait intéressante dans le concept même, mais dans l'application, c'est un peu plus compliqué. Je vais ici vous citer un peu ces façons de voir. Par exemple, il disait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité. Un produit est conforme aux exigences du client ou ne l'est pas. L'inaptitude des dirigeants à comprendre cette idée est au cœur de tous les problèmes de l'industrie américaine. Bon, ok. Mais ce qui est aussi au cœur de l'industrie, qu'elle soit américaine ou européenne à l'heure actuelle, ce sont les coûts et la crise économique. Donc, arriver avec des pensées telles que celle-là, c'est vraiment bien, mais il faut quand même raison garder et mettre cette composante, je veux dire, économique au cœur du problème également. Il dit également que la qualité pour les PTG, c'est comme l'Afrique, ils savent qu'elle existe, mais ils n'y sont jamais allés. Donc là aussi, de nouveau, et ça c'est une notion qui est tout à fait importante, c'est que contrairement à la manière dont nous déployons les systèmes dans les entreprises, nous voulons absolument impliquer et obtenir l'engagement de l'ensemble de la hiérarchie de l'organisation. C'est fondamental pour éviter justement de se retrouver avec ces notions où vous avez la direction qui dit bon ben la qualité, oui d'accord, ok, on a la qualité, mais en fait ils ne savent pas réellement à quoi ça correspond. Donc là à l'heure actuelle c'est vraiment fondamental que l'entreprise soit réellement impliquée à tous les niveaux de l'organisation et surtout de la direction pour ne serait-ce que respecter la culture et les principes d'Ishikawa. Ensuite, on voit apparaître, il y avait déjà des normes qui étaient apparues, qui étaient la QAP, etc. Mais nous n'en parlerons pas, on va parler de la notion de la norme ISO 9001 version 94. À l'époque, il y avait 9001, 9002, 9003. Le 9003 a été vite supprimé. Puis il ne restait plus que le 9001 et 9002, mais en fait c'était un principe qui s'énonçait un peu comme ça. Si vous arrivez à écrire ce que vous faites, c'est que vous savez maîtriser ce que vous faites. Oui, mais en fait c'est devenu un système administratif hyper lourd parce que les entreprises, par facilité et par raison économique, puisqu'ils voulaient absolument avoir la certification, se sont lancés dans l'écriture de procédures, de processus, de documents, voilà. Et donc c'est devenu, pour certaines entreprises, des choses, des montagnes. J'ai eu, par exemple, une entreprise qui avait un manuel de 4500 pages, par exemple. Voilà. Donc c'est un peu pour vous donner un peu ces notions. Ensuite, très rapidement, le bureau ISO de Genève s'est rendu compte que bon, il y avait quand même un souci avec cette histoire. Donc ils ont fait la version 2000 qui disait bon, il faut quand même, faut écrire, oui, mais il faut que ce soit quand même un peu plus efficace. Et puis on a revu encore, puisque les normes elles évoluent en fonction de l'environnement socio-économique. Et en 2008 sort la nouvelle version de la norme. Mais en même temps, la crise économique mondiale fait son apparition et donc très rapidement, ils se rendent compte qu'il y a des notions qu'il faudrait encore développer. Et donc la nouvelle version est sortie ici en septembre 2015 et elle est axée sur la notion de maîtrise des risques. On en parlera éventuellement dans un autre module de cette maîtrise des risques, mais c'est la dernière version c'est la dernière évolution, si on veut, de la version de la norme ISO 9001 et qui, à mon avis, est tout à fait intéressante et qui peut très sincèrement faire progresser les organisations. Voilà, merci de m'avoir écouté.